Pour moi, aujourd'hui, je pense que le meilleur marketing, c'est l'expérience. C'est comme qu'on va dans un hôtel, on s'en souvient parce qu'on a eu une expérience. C'est pas forcément, c'est pas le prix qui va jouer un rôle, c'est plutôt qu'est-ce qu'on nous a fait vivre. Et j'y crois énormément. C'est ce que je dis souvent en interne aux équipes, c'est il faut changer vos chaussures et mettre la celle des clients. Il faut penser comme un client. Moi, j'adore penser comme un client. De temps en temps, je me mets 2-3 gifs parce qu'on a mal fait quelque chose. Et je me dis, on doit faire ça mieux. On doit faire ça mieux. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme Bad Group et son développement, le rôle d'Andreas au début et jusqu'à aujourd'hui, le marketing, leurs valeurs et bien d'autres points. Si t'aimes les histoires d'entreprises qui sortent de leur garage, c'est sûr que tu vas aimer celle-là. Il a cofondé Batmaid dans son salon et aujourd'hui, le groupe compte plus de 4500 personnes. Je te souhaite un bon épisode. Andreas, tu as dit récemment dans un podcast que j'ai écouté de Swisspreneur, c'était en anglais, donc je l'ai traduit de la meilleure façon possible. Il y a besoin d'avoir l'offre avant la demande, car s'il n'y a pas d'offre, la demande ne viendra jamais. Et j'ai repris ça parce que ça m'a immédiatement parlé. Et comme tu l'as dit, tu as beaucoup de personnes, d'entrepreneurs, de dirigeants qui te posent la question. Finalement, est-ce que j'engage avant d'avoir un projet ou est-ce que j'attends le projet avant d'engager? Et ça, je t'ai dit, ça m'a parlé parce que concrètement, je me pose la question et je me la pose encore aujourd'hui. Et parce que finalement, dans les deux cas, on a deux problématiques. Donc, la première, si on attend d'engager avant d'avoir le projet, quand on a le projet, on se retrouve à devoir engager rapidement et pas forcément les bonnes personnes. Et dans l'autre cas, si on engage avant d'avoir le projet, potentiellement, en tout cas typiquement mon domaine, je t'en parlais avant, dans le domaine du service infrastructure informatique, ça fait que potentiellement, j'aurais pas assez de travail pour ces personnes-là et donc voilà, peut-être un petit manque potentiel de liquidité pendant un certain temps, le temps d'avoir un projet. Et donc moi, ça m'a fait plaisir d'entendre une personne qui tranche et qui dise concrètement, moi, j'ai l'offre avant la demande. Donc, comment est-ce que tu es arrivé à cette conclusion et pourquoi? Premièrement, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution entre la première ou la deuxième. Je pense que c'est deux cultures différentes. Proposer l'offre avant d'avoir la demande, c'est prendre un risque supplémentaire sur le fait de se lancer. Moi, j'aime bien, comme je dis, être all-in. C'est-à-dire du moment où j'essaie de faire quelque chose, j'y vais à fond. Et pour vraiment tester mon marché à fond et me dire qu'en fait, la version au risque pour moi, je dirais plutôt, ça a été le fait de prendre le parcours d'être entrepreneur. Maintenant que je le suis, c'est un choix de me dire qu'en fait, je dois pouvoir être capable d'abord de se dire que d'engager des gens et de se dire qu'après on ira trouver la demande parce qu'en fait on a confiance et on doit se battre pour faire en sorte que ces gens-là ont du travail derrière. Moi, ça me parle parce que ça me fait me bouger moi-même. L'autre culture qui est je dirais d'abord de tester pour voir s'il y a de la demande potentielle et ensuite amener de l'offre à la demande, elle fonctionne. C'est pas qu'elle est fausse, elle fonctionne très bien aussi. Je veux dire, si on regarde l'A/B testing par exemple, qui est un concept que beaucoup d'entreprises utilisent, dont nous aussi, c'est ça. C'est qu'en fait, on va tester un autre sujet pour voir si ça vaut la peine de partir sur une version A ou B qui est peut-être meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Je dirais que pendant 7 ans chez nous, on a fait très peu d'A/B testing sur notre plateforme. Donc ça résume un petit peu les choses. C'est en fait de prendre un choix, d'essayer d'aller à fond parce qu'on a confiance en soi et que j'y crois en fait. J'aime bien me mettre devant le fait accompli, de me dire ok, maintenant c'est à toi de te bouger pour en fait faire en sorte que les gens vont venir utiliser ce service et voir s'il y a vraiment une demande derrière. Maintenant, je pense que de temps en temps, comme je le dis aujourd'hui, nous on fait aujourd'hui de l'A/B testing. Donc c'est-à-dire que on va d'abord essayer d'attirer de la demande sur certaines choses avant de lancer une offre. Mais d'une manière globale, quand je me lance dans un business, je vais plutôt être à me mettre avec l'offre autour de moi et ensuite voir en fait si la demande arrive derrière.
Ok, et donc juste pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'A/B testing, c'est donc un concept dans le marketing, hein, où on va... Enfin, je ne sais pas en fait si on peut l'extrapoler et l'utiliser ailleurs. J'imagine, mais en tout cas dans le marketing digital, c'est vraiment de se dire, t'envoies une campagne A et t'envoies une campagne B, tu regardes laquelle fonctionne le mieux, ou en tout cas celle qui a le plus de résultats, et finalement tu pars vers celle qui a le plus de résultats. Exactement. Après, la B-testing, on peut l'appliquer à n'importe quoi, mais je pense en premier lieu, ça peut être autant dans un email, on va juste changer le titre et voir l'open rate, donc le taux d'ouverture par rapport à un mail. Ça peut être juste de changer une image dans un email et de voir quel des deux mails en fait réagit le mieux par rapport Et je dirais que ça va plutôt être sur un clic dans le email par rapport à un call to action qu'on a envie de faire. Et sur un site web, c'est en fait donner deux versions. Ça veut dire une, par exemple, où on va donner une offre A et l'autre, on va donner une offre B et voir en fait ce qui convertit le plus de clients à la fin. Et je pense que le concept d'A/B testing marche extrêmement bien. Je veux dire, les compagnies américaines en font énormément. Ça demande beaucoup de ressources généralement de pouvoir en faire parce qu'il faut tester en permanence et ça demande des ressources. Mais c'est très intéressant. Nous, on le fait aujourd'hui. On essaie de le faire de plus en plus. Mais de nouveau, à l'époque, on avait des ressources extrêmement limitées quand on a commencé. Et en fin de compte, l'objectif, c'était en fait de focaliser, de se dire que on a une idée, on a un concept, on pense savoir ce que nos clients souhaitent dans le futur. Donc, en fait, on se lance à 100% dans une idée. Aujourd'hui, avec la taille aujourd'hui qu'on a, on va essayer plutôt de mitiger certains risques d'une manière qu'on va lancer certaines nouvelles choses et on va essayer de les tester. Voilà. Et donc, si je reviens à cette première citation que j'ai reprise, donc toi, tu fais partie de l'école J'engage et ensuite la demande, où je crée la demande, si on veut. Donc, en fait, c'est ce que tu disais, toi, ça va te motiver d'avoir ces gens qui sont là, et parce que finalement, si tu attends juste un projet pour engager, ça va te motiver parce que tu as ces personnes-là, donc il y a des salaires qui tombent, et donc derrière, il y a des liquidités. Est-ce que tu as toujours fonctionné de cette façon-là ? C'est surtout une pression qu'on se met sur les épaules supplémentaires, parce que du moment où en fait, on a des bouches à nourrir, donc des salaires à payer, on réfléchit complètement différemment. Je me suis rendu compte quand on s'est lancé dans l'entreprise, une fois qu'on a des employés, ça fait un peu partie quand même, on fait partie d'une famille, on fait partie d'une idéologie autour d'un projet, et je pense qu'on a envie d'être tous ensemble jusqu'à la fin. En tout cas, c'est toujours un idéal qu'on lance un projet. Et pour moi, c'est me dire, bon, bah maintenant, t'as pas le choix de réussir. T'as que le choix de réussir. Parce que l'échec n'est même plus une option, parce qu'il faut absolument que ça marche pour que tout le monde ici, qui est dans l'entreprise, puisse fonctionner, puisse vivre et puisse payer aussi ses factures. Et Andreas, avant qu'on continue, parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui te connaît, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Andreas Schellenborg, j'ai 35 ans. Je suis né à Lausanne, je suis à moitié suédois, à moitié suisse. Tu parles suédois, hein ? Ouais, exactement. J'ai vu sur LinkedIn que... Et j'ai fait HEC Lausanne en finance et ensuite j'ai fait un master de trading de matières premières. J'ai travaillé 2 ans comme courtier et après je suis parti à NYU pendant 6 mois et c'est là où en fait j'ai vu le concept Batmade dans une entreprise qui s'appelait Handy.com, qui était la toute première plateforme qui se lançait aux États-Unis sous le même modèle un petit peu que Batmade, où on pouvait réserver en ligne du personnel de nettoyage en moins de 60 secondes et c'est en revenant de New York en fait que j'ai lancé Batmade. Et donc, Batmade, début 2015, c'est là où tu as créé cette entreprise. Il y avait 40 agents. Tu me corriges hein, si jamais. C'est juste toutes les infos entre Lausanne et j'ai pu Genève. récolter. Exactement, entre Lausanne et Genève. Aujourd'hui, vous êtes plus de 4000. J'ai pas trouvé combien en interne. Aujourd'hui, en interne, ça représente un peu plus de 200 personnes. Ok, donc là on parle de software développeur, on parle de la partie admin, le service après-vente, c'est ça ? Service client. Service client. Donc on a beaucoup de monde en service client. Je pense qu'on a une 50, 60 personnes en service client en tout et pour tout. On a à peu près 35-40 personnes qui travaillent entre la tech et le produit. On a de l'admin bien sûr. On a beaucoup d'RH, surtout pour nos employés sur le terrain. On doit en avoir à peu près, je dirais une vingtaine à peu près. Ah ouais, ok. Pour gérer
Ouais, à peu près pour Ouais. gérer ces 4500 personnes. On a besoin de monde sur le terrain aussi. On a des fonctions finance, on a des fonctions euh, people, mais à l'interne, pour les personnes dans les bureaux. On a des fonctions... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a après des départements. Donc chaque département va avoir une certaine équipe. Après, on a l'expansion. On a des gens dans chaque pays où on est ouvert. Donc on est dans 8 pays aujourd'hui avec la Suisse. Donc non, ça demande du monde. Et là, on parle Batmade. Mais aujourd'hui, Batmade fait partie du groupe Bat Group. Donc ça, Justin, là, c'est 200 personnes. Est-ce que... Alors non, alors les 200 personnes, c'est des niveaux groupes. Ok, Si je prends Batmade tout seul, on est à peu près 100... On est à peu près 110. d'accord. Et par contre, c'est 4500 agents. Là, c'est que Batmade, Ça, c'est niveau groupe, de nouveau. niveau groupe aussi. Et donc, parce que si j'ai bien compris, donc finalement, Batwork, là, ils sont les agents de ménage ne sont pas employés par le groupe, mais par la personne ou finalement le client directement, hein, c'est ça? Exactement. Par contre, on n'a pas beaucoup de monde là-dedans aujourd'hui. Ok, On a encore une autre société, mais qui n'est pas encore connue du public, et c'est là qui fait qu'on a ce grand nombre. Je dirais ça comme ça. d'accord, ok. Tu peux pas en parler? Pas encore, c'est Pas pas encore encore. public. Là, le podcast que tu as fait chez Swisspreneur, il est sorti fin mai, mais vous l'avez enregistré bien avant, non? Absolument. Donc non, c'est Oui, quelque chose qu'on a absolument. déjà fait il y a à peu près, c'est un mouvement qu'on a fait il y a à peu près presque 2 ans maintenant aujourd'hui, Mhm. mais qui est toujours, et qui sera toujours confidentiel, je pense, pendant encore une année, voire 2 ans. Ah ouais, c'est long. On n'est pas pressé en fin de compte Ok. de dire un petit peu tout l'ensemble. On essaie de travailler aussi certaines fois un petit peu caché sur certaines choses qu'on Ok. essaie de faire. L'acquisition d'entreprise, c'est quelque chose on va faire de plus en plus dans le futur. Donc c'est pour ça. Et dans ce milieu-là, vaut mieux rester un petit peu caché D'accord, ok. et dans l'ombre. Et ça te dérange pas? Non, Il n'y a pas beaucoup de non. gens qui écoutent ce podcast. Ça, c'est ce que tu dis. Et donc je reprends 40 agents au début, Lausanne-Genève, aujourd'hui tu l'as dit, 8 pays, 4500 agents, 200 en interne. Comment est-ce que ton rôle a évolué et qu'est-ce que tu as dû faire pour évoluer avec ton rôle? Alors, c'est une bonne question. Et je vais revenir peut-être maintenant que tu me dis pour les 40 gens tout au début de Batmade. Oui. Mais tu vois, par exemple, j'avais mis toutes mes économies au départ de Batmade. Mais vraiment tout ce que mon père et ma mère m'avaient prêté tous les deux de l'argent, m'ont dit voilà, tu auras ça et tu n'auras plus rien. Ok. Si tu perds cet argent, bah, tu Tant pis. te débrouilles, tu vas Ouais. travailler chez Nestlé, tu vas chez qui tu veux, mais tu ne viendras pas nous demander de l'argent. Et tout notre argent, on l'a mis avec mon associé de l'époque, qui était Eric Laudet. On a mis tous nos économies d'un coup. Et Et on a- il est plus... alors, il est toujours chez nous, mais maintenant, il a suivi une autre voie. Donc maintenant, il travaille quelque part d'autre. Ok, d'accord. Et grosso modo, à l'époque, on a mis vraiment tous nos économies et on a dépensé tout en tech. Donc notre plateforme, en fait, est née en à peu près 6 mois. Donc le projet Batmade, la feuille blanche à l'ouverture de la plateforme, c'est 6 mois. Ce qui est extrêmement court, en fait, qu'on prend l'ouverture d'une plateforme classique et ainsi de suite. Et en fait, on avait déjà presque plus d'argent fin avril, quand on a ouvert le 1er avril, et fin avril, on avait déjà presque plus d'argent parce qu'on avait tout investi dans notre tech. Là, on a réussi à trouver un premier investisseur qui était mes anciens employeurs, qui ont été d'accord de nous suivre un petit peu sur ce début d'aventure. Et en fait, on a grandi comme ça, mais en fait, ça a été beaucoup de risques. On a pris beaucoup de risques dès le début en se disant, bon, on y croit et en fait, on va tout mettre dans la tech. Mais ça aurait pu arriver qu'on fasse peut-être 1 à 2 mois et en fait, on doit se dire, bon, on met la clé sous la porte. Mhm. Donc, c'est là où je dis, en fait, au début, ça a été vraiment un mécanisme de se dire, en fait, bah, on y va, quoi. Et on verra bien ce que ça donne. Et au début, en plus, tu as fait un peu plus d'1 an dans ton salon, hein, c'est ça? On a fait 2 ans, un peu plus de ouais. 2 ans. Ouais, ok. Ouais, dans mon salon, je vivais encore chez moi et il y a 12 personnes dans mon living room à la fin. Ouais. C'était pas le garage, c'était le salon. Exactement. Et maintenant, je dirais, pour revenir à ta question de le rôle qui change, je pense que le rôle évolue à peu près tous les 6 mois. D'année en année, je vois une évolution qui est à peu près tous les 6 mois. Et de temps en temps, c'est un poil plus loin, de temps en temps, c'est même plus court.
En fait, on doit apprendre tellement de nouveaux métiers parce qu'en fin de compte, quand j'ai commencé Batmade, j'avais jamais géré d'équipe en réalité avant. J'avais pas une expérience de manager à proprement dit. Quand on est courtier, on travaille assez en indépendance assez pure, même si on travaille avec plein de collègues, mais on a nos propres clients et c'est à nous de nous démarquer, on va dire, par rapport à ça. Euh, C'est pour ça que je dirais que la grosse difficulté, c'est qu'on commence et en fin de compte, c'est ce que je dis en fin de compte en interne extrêmement souvent. Le plus dur, c'est apprendre à être un manager. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas manager, on le devient, on apprend sur soi-même et on doit évoluer extrêmement rapidement. On doit être humble sur soi-même de temps en temps, même si de temps en temps on se laisse pousser quelques ailes, mais on doit vite les couper pour se dire que non, on doit réapprendre sur soi-même, évoluer et évoluer extrêmement rapidement. Et ça, je pense que c'est la grande difficulté de, de grandir et surtout quand maintenant on arrive, je dirais, on a beaucoup de monde un peu partout et c'est les challenges, c'est la complexité des problèmes, c'est en fait être calme dans des solutions où en fait ça peut être extrêmement stressant pour des gens qui n'en auraient pas l'habitude. On dort pas de temps en temps et on dort vraiment pas bien. Mais il faut vivre avec parce que ça fait partie du travail, on a la pression en permanence et ça fait partie de l'aventure. Mais c'est comme on dit, je pense que c'est qu'on signe pour être entrepreneur, je pense que c'est pas on signe juste pour une petite aventure et tout va être fun. On a beaucoup plus de moments qui sont durs psychologiquement, même humainement parlant, hein, je veux dire, parce que on se retrouve souvent critiqué pour certaines choses qu'on peut faire. Est-ce que la critique, je suis pour, parce que je pense que c'est ce qui fait nous améliorer aussi. Mais d'un côté, pas tout le monde se met dans la place de la personne, en fin de compte, par rapport aux différentes choses, la pression, les différents choix qu'on peut aussi avoir en face de soi. Et je pense que c'est ça un petit peu la dureté, mais après, il y a beaucoup de bonheur. Je pense que le bonheur, c'est de se dire on voit évoluer son bébé. Moi, je l'appelle mon bébé, hein, c'est même plus un projet, c'est mon premier enfant. Et de le voir évoluer tous les jours, voir des collaborateurs, des collègues qui s'éclatent en faisant leur travail, ça, je pense, c'est la plus grande satisfaction. C'est pas une question de nombre d'employés, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'ego. C'est vraiment une question, en fin de compte, d'avoir du plaisir de travailler avec d'autres gens. C'est d'abord humain. Je vais revenir sur cette partie du pourquoi finalement, mais donc si on reprend ma question de base, donc tu crées Batmade, c'est beaucoup tu l'as dit, la plateforme, donc c'est du soft, mais toi, qu'est-ce que tu fais au tout début? Au tout début, j'ai passé mes journées dans les livres de droit. Ok. C'est assez bizarre, mais en fait, j'ai passé mes journées dans le livre de droit parce qu'en fin de compte, notre premier business model avec Batmade, on n'était pas l'employeur du personnel de nettoyage. On était un intermédiaire entre nos clients qui devenaient l'employeur du personnel et le personnel qui devenait employé de nos clients. Et en fait, notre vrai client, c'était notre client. Et nous, on était un intermédiaire administratif et on s'occupait en fait de déclarer auprès des caisses AVS et des impôts l'ensemble des relations entre nos clients et leurs employés. Et ça, c'était notre nerf. Mais en fait, ce business model-là était extrêmement dur à faire comprendre aux autorités parce qu'il faut des autorisations. C'est pas comme si on se lance et du jour au lendemain, en fait, on peut faire juste ça comme ça. C'est faux. Il y a plein de différentes autorisations qu'il faut faire et ces autorisations-là étaient extrêmement dures à avoir au début. Donc en fait, il fallait étudier le droit extrêmement fort. Donc j'ai dû aller vraiment dans la LSE, qui est la loi sur le service de l'emploi, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment dans ce cadre juridique-là, nous, on peut aussi évoluer. Et ça a été une grosse partie du début. L'autre partie, ça a été la plateforme. Donc j'ai été... quand on développe une plateforme comme Batmade, généralement, on va avoir un produit technologique qui va être leadé par un CTO, un Chief Technology Officer, et par une autre personne qui va être le CPO, Chief Product Officer. Le produit, en fait, va lier le why et vraiment, en fin de compte, comment est-ce qu'on doit développer ce produit et ensuite la meilleure manière de créer ce produit-là après, ça va être la technologie, ça va être le CTO. Et en fait, au début, moi, j'ai joué le rôle de CPO, entre guillemets, jusqu'à il y a quelques mois en arrière. Ah ouais, okay. Donc j'ai fait pendant très longtemps. Donc au début de Batmade, en fin de compte, j'ai acheté des livres sur une bêtise, hein, mais sur les couleurs.
un livre qui faisait 150 pages qui expliquait juste la différence entre toutes les couleurs, toutes les variations de vert, toutes les variations de gris, toutes les variations de blanc, le noir, le vert, qu'est-ce que ça veut dire, comment on les met en place, quels sont les meilleurs sitiers, les couleurs pour un sitier, etc. Et en fait, par rapport à ces couleurs-là, c'est un petit peu les couleurs que j'ai aussi transcrites par rapport à ce que je voulais, qu'est-ce qu'on voulait à l'époque comme marque, et aussi en fait, comme outil de vente, qu'est-ce qui pourrait marcher le mieux. Ça, c'était par exemple une chose. J'ai été étudier tous les sites web, les meilleurs sites web. Je passais des heures et des heures à étudier les meilleurs sites web au monde. J'ai étudié tous nos compétiteurs dans tous les pays de la planète, comprendre tous les funnels de conversion, c'est-à-dire qu'on va étudier chaque page depuis qu'on arrive sur la homepage jusqu'à la conversion. J'ai étudié chacune de ces pages-là. Je peux donner un exemple, par exemple, c'est que aux États-Unis, les États-Unis étaient plus développés que l'Europe par rapport à Azure de service. C'était en fin 2014, début 2015. Donc, je suis parti pour 72 heures à New York et j'ai fait 6 ménages chez 6 différents compétiteurs. Et pendant ces 6 ménages, j'avais à peu près 150 points dans un Excel que je notais de différence entre tous les ménages. Donc j'ai fait 6 ménages et je suis rentré en Suisse. J'ai même pas été boire un verre d'heure, j'ai fait que des appartements d'amis que j'avais sur place. Et je suis rentré directement ensuite de New York avec mes 150 points x 6 pour faire un comparatif de comment fonctionnait autant l'app du côté agent, l'app du côté client et tous les différents funnels de conversion. Donc là, tu as été agent, tu as été client, tu as vraiment... J'ai essayé de tout jouer. En fait, je ne pouvais pas jouer l'agent parce qu'en fin de compte, j'étais ni américain et je n'avais pas essayé de travailler. Okay, par contre, à la fin du ménage, en fait, j'offrais généralement une petite bouteille de vin à la personne qui venait et je lui dis j'aimerais bien vous interviewer pendant une petite demi-heure. Ça fera partie du ménage. Je vous mets un sac de rating, il n'y aura pas de souci, mais j'ai envie de comprendre un petit peu mieux comment vous travaillez, quelles sont vos difficultés. Alors, par exemple, c'est là que c'est par rapport à une de ces interviews-là, par exemple, qu'on a décidé de ne pas fournir les produits de nettoyage. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, la plupart de nos compétiteurs ne fournissent plus les produits de nettoyage parce qu'ils sont arrivés en fait au même principe que ce que j'avais découvert à travers ces interviews. C'est le problème de logistique. Okay. Et en fait, que ces personnes-là utilisaient ces produits aussi dans les ménages qui n'étaient pas avec l'entreprise. Donc en fait, les produits diminuaient à une vitesse drastique. Et après, il y a des coûts d'envoi, des coûts de stockage pour l'entreprise en tel quel. Et avec des marges qui sont extrêmement basses. Parce qu'en fin de compte, on doit payer pour des clients qui sont aussi pas chez nous, en réalité. Et c'est pour cette raison en fait, qu'on a dit, non, en fait, c'est plus simple d'avoir les clients. Et en fait, le retour client en contrepartie, c'est que les clients, on a des clients, c'est comme aujourd'hui, on le voit chez nous, on a des clients qui sont très bio, on a des clients qui sont très produits forts encore aujourd'hui. Okay. Ce qui est très rigolo, on a des gens il y a plusieurs mindsets. Il y a des gens aussi, c'est produits faits maison. Ouais. On a un peu de tout. Ouais. Mais on voit qu'il y a vraiment des sortes de profils un peu différents et c'est là qu'on a pris la décision de se dire on fait le pari de ne pas amener de produits avec nous. Ok. J'ai vu par contre que vous livrez chez le client, hein, c'est ça? Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est Batmade Club. Et ouais, alors aujourd'hui, on fait des dishwasher tabs, les petites pastilles pour la machine à laver la vaisselle. Et on fait des petites pastilles aussi pour la machine à laver le linge et qu'on peut commander. C'est sur abonnement et en fait, on reçoit ça directement par la poste. Et là, on va bientôt lancer dans les prochains mois. On l'a déjà dans le stock, mais on n'a pas eu le temps de le mettre en ligne. On a tous les autres produits de nettoyage pour la maison qui sont toujours biodégradables, éthiques et ainsi de suite. Ok. Et là, c'est vous qui produisez ça ou bien? Alors, on passe par des prestataires européens pour la plupart. Et alors, non, c'est compliqué de commencer de scratch généralement. J'imagine. Donc, on a pris des grosses boîtes. Et en fait, sans compte, c'était juste pour fournir un service qui n'était pas forcément existant. Aujourd'hui, il y a 2-3 marques qui commencent à se lancer, ce qui est top, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui va aider la vie des gens. Et la compétition, c'est toujours ça. Ça nous pousse nous-mêmes aussi à un peu dans nos retranchements. Et je pense que c'est là où l'innovation est la meilleure. Mais ouais, nous, on pense qu'on a aussi quelque chose à faire aussi sur les produits dans le futur. Et donc, tu disais que jusqu'à il y a quelques mois, tu étais CPO, donc Chief Product Officer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai toujours été CEO et en fait, à l'époque, en fait, on parlait pas vraiment de ma place produit. Je gérais le produit. Voilà comment ça se disait dans l'entreprise, mais j'avais pas une position en tant que telle dans le produit. Tout le monde savait que je prenais une décision en fin de compte, sur chaque chose qui était sur le site web. Mais on me qualifiait pas de CPO, mais en fait, en réalité, aujourd'hui, si on regarderait, ce serait qualifié comme un CPO ou un Head of Product, selon la taille des équipes. Et non, aujourd'hui, j'ai la chance que j'ai quelqu'un de super qui est venu me remplacer sur ce job-là, donc non, je suis très content. Et donc maintenant qu'il y a cette personne, toi, qu'est-ce que tu fais?
Alors, ça change pas du tout parce qu'avant, j'étais toujours CEO, hein, donc ça veut dire que ça, c'est mon main job. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Il y a un peu les trois composantes. Quand je dis le passé, c'est qu'en fait, compte, il faut pouvoir apprendre de tout ce qui s'est passé. Il faut toujours avoir un petit regard dans le passé pour voir ce qui a bien marché ou pas, essayer de prendre des leçons, s'améliorer. euh, pour pouvoir rebondir un petit peu plus fortement dans le futur. Le présent, parce qu'en fin de compte, c'est important de comprendre quand même qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui, que ce soit dans les opérations, que ce soit même des retours clients, hein. C'est-à-dire que moi, je reçois encore aujourd'hui tous les Google Reviews, bah, je suis en copie des mails que je reçois de Google. C'est-à-dire que même aujourd'hui, avec notre taille, je reçois une copie de tous les différents commentaires, je les lis tous. Ok. Et en fait, ce qui me permet d'être, je réponds pas directement, mais par contre derrière, après, je les envoie aux différentes personnes, et après ces personnes-là s'occupent comment on peut mettre des process en interne pour que ça n'arrive plus. Euh, et ensuite, il y a le futur, et ça, je pense, c'est la plus grosse partie. C'est la vision, c'est la stratégie, et comment est-ce qu'on peut arriver en fait à aller sur un goal et amener en fait toute cette équipe avec soi. Parce qu'en fin de compte, c'est humain, c'est une aventure qui est humaine avant tout, l'aventure entrepreneuriale. Donc en fin de compte, c'est comment on arrive à lier toute une équipe avec une vision, un goal, et en fin de compte, et aussi avec du fun tous les jours pour aller travailler dur, quoi. Et au niveau de la culture, comment est-ce que tu fais quand tu as 4500 agents qui ne sont donc pas au bureau, que j'imagine, tu vois, quand je dis toi, c'est disons les 200 personnes en interne euh, qui n'ont pas forcément des contacts directs ou en tout cas très réguliers avec tous ces agents. Quelle est la difficulté là-dedans pour créer une culture et finalement, est-ce qu'on peut créer une culture avec toutes ces personnes qui sont sur le terrain en externe qu'on ne voit pas forcément parce que j'imagine que finalement, si tu as des agents qui vont nettoyer dans une entreprise et que tout fonctionne, t'as pas vraiment à communiquer avec eux, si ce n'est, je sais pas, pour la fin d'année, pour Noël. Enfin, tu vois, aussi, ils ont une question RH ou autre. Mais sinon, ça tourne et ça continue. Ou est-ce que vous avez des weekly meetings ou, tu vois? Alors, on a quand même au téléphone, en moyenne, on a nos employés sur le terrain, on les a tous les 2 jours au téléphone, Ah ouais, quand en même. moyenne. Ouais. Ok. Pour diverses raisons, on reçoit, on fait beaucoup de coups de téléphone aujourd'hui. Bah, tu vois, on a quand même une masse assez importante de personnes qui travaillent dans tout ce qui est le customer service ou chez nos HR. Donc, en fait, on a quand même un contact régulier. Malgré le fait qu'on ne les voit pas tous les jours, et c'est clair, je pense qu'on les voit en moyenne 1,5 fois par année, je dirais, Ouais, ouais, sur l'ensemble, hein. ouais, Après, on a des personnes on voit toutes les semaines, et après, il y a bien des sûr. personnes qu'on voit jamais durant toute l'année. Euh, c'est extrêmement dur de mettre une culture sur autant de monde, mais ça se rejoint un petit peu comme une boîte qui fait que du home office Mhm, aujourd'hui. mhm. C'est comment mettre en fait un esprit de culture extrêmement forte au sein de ses employés. C'est une question qu'on se pose tous les jours, et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire beaucoup mieux sur ce sujet-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de faire déjà? C'est avoir une relation qui est nos employés sont pas un numéro. Et je pense que ça, c'est pour nous démarquer aussi d'une certaine manière de pas mal de nos compétiteurs qui ont qui ont un nombre élevé de personnes et qui travaillent en équipe, et c'est un peu plus numéroté, je dirais, dans leur manière d'approcher les choses et ainsi de suite. Et donc, pour nous, c'est comment on peut avoir une relation plus humaine avec ces personnes. Ensuite, et ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. On a plein de on a plein de petites choses qu'on a envie de mettre en place dans le futur pour nous lier un peu plus. Je ne peux pas en dire trop au cas où il y a certains de nos compétiteurs qui écouteraient, mais on a 2, 3 choses sur lesquelles on travaille et qu'on espère mettre en place dans je dirais, entre 1 an et 1 an et demi, qui vont être vraiment géniales. On se réjouit de pouvoir les mettre en place et vraiment faire quelque chose des gros events, Donc, tous ensemble, avec tout le monde. ouais, pour cette culture-là. Exactement. Bah, tu m'en parleras après alors. Ouais. Donc non, ça, on se réjouit. Et, on fait déjà un événement par année. On fait 2 événements par année où, entre guillemets, on invite un petit peu le personnel qui sont sur le terrain. Mais je pense qu'on peut faire plus. Et aujourd'hui, on se pose la question tous les jours, comment on peut vraiment faire plus? D'accord. Et en termes de marketing, vous avez toujours été très fort dans le marketing, ou en tout cas très actif. Donc j'imagine que le marketing a joué un rôle assez important dans votre développement.
est-ce que la proportion allouée au budget marketing est toujours la même qu'au début, ou disons dans les 2-3 premières années? Euh, et quelle est cette proportion, ou quelle a été cette proportion? C'est une bonne question. Alors, je pense déjà le marketing. Aujourd'hui, je pense que est-ce qu'on est très doué? C'est pas à moi de te le dire, c'est pas à moi de comparer. Je me compare pas aux autres, mais je pense qu'on essaie de faire de notre mieux pour faire résonner notre message, qui est d'abord notre mission, se battre contre le travail au noir. Euh, Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est ça la vraie problématique qu'on a en Suisse dans notre secteur d'activité. Mais deuxièmement, c'est comment on peut aussi inculquer, en fait, d'avoir, en fait, genre nos valeurs, nos propositions de valeurs qui sont vraiment avoir une plateforme simple où on peut réserver facilement et on a du personnel fiable. Et aujourd'hui, on essaie de travailler sur l'ensemble de ces points pour vraiment avoir la meilleure expérience client. Pour moi, aujourd'hui, je pense que le meilleur marketing, c'est l'expérience. C'est comme quand on va dans un hôtel, on s'en souvient parce qu'on a eu une expérience. C'est pas forcément, c'est pas le prix qui va jouer un rôle, c'est plutôt qu'est-ce qu'on nous a fait vivre. Et j'y crois énormément. C'est ce que je dis souvent en interne aux équipes, c'est il faut changer vos chaussures et mettre la selle des clients. Il faut penser comme un client. Moi, j'adore penser comme un client. De temps en temps, je me mets 2-3 gifs parce qu'on a mal fait quelque chose. Et je me dis, on doit faire ça mieux. On doit faire ça mieux. C'est comment on peut... je donne un exemple, c'est pour le recrutement. Je dis à certains de mes collègues, je dis moi le rêve, si je devais demain chercher un travail comme homme de ménage et je viens chez Batmaid, mais j'aimerais avoir les frissons pendant mon interview. Et ça, c'est notre travail, c'est comment on peut offrir ce frisson-là, se dire mais que la personne sorte, dise non, mais moi c'est Batmaid, j'irai pas travailler ailleurs. Et c'est aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on doit se battre. C'est vraiment comment on peut amener une expérience complètement différente qu'on aurait pu avoir avant. Et c'est ça que je trouve qui est le plus beau dans notre métier aujourd'hui, c'est qu'il y a encore tellement de choses à faire. Parce que même nous aujourd'hui, même qu'on a été gros, on a fait pas mal de choses pas mal, je pense. Mais on a encore tellement de choses à améliorer. Et c'est ça qu'en fait aujourd'hui, qui moi, en fin de compte, c'est mon kiff. C'est vraiment de se dire comment on peut vraiment apporter une expérience mais amazing, quoi. Que les gens se disent, mais j'ai jamais vécu ça ailleurs. Et ça c'est quelque chose qu'on est aussi en train de mettre en place. Ça va prendre un peu plus de temps. Et ça va passer par, je pense, des académies. Donc on va vraiment créer une école extrêmement forte pour pouvoir inculquer ça. Vous êtes leader aujourd'hui en Suisse? En Suisse, on est leader dans le marché du secteur du ménage à domicile. Ok. Et niveau entreprise? Niveau entreprise? Ouais, donc À B2B, Ouais. on est extrêmement petit par rapport aux grands, hein. Les grands, c'est ISS et d'autres après qui sont derrière. Mais non, on est dans le B2B en lui-même, on grandit vite, mais on est encore tout petit on a encore un tout petit grain de sable parmi cet océan. Ouais, ok. Parce que toi, tu te compares à ISS, Il y a qui encore? Honnête? Il va y avoir un Dozim, des Honnête, des Voilà. VPGO, il y a plein d'entreprises en Suisse qui font un super boulot aussi dans le B2B, mais on essaie de se démarquer par un autre type de client. On n'essaie pas notre client type, ça va pas être l'énorme entreprise, même si aujourd'hui on en fait de plus en plus. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on gagne des mandats en plus pour les faire. Mais aujourd'hui, c'est surtout sur les entreprises jusqu'à, je dirais quoi, 200 collaborateurs Mhm. dans un bureau. Là on arrive à être extrêmement compétitif et bon. Et surtout qu'on peut amener certains avantages dans le B2C ensuite pour les employés en question. Ok. Quel genre d'avantage? Ça peut être, on a certaines choses qu'on offre à nos clients B2B pour leurs employés, hein, qu'on fait un peu différemment que sur des clients normaux. Ok, Normaux. ok. D'accord. Et donc, c'est vrai que moi je pense marketing, je pense à ce que tu as cité, c'est-à-dire l'expérience, ce dont tu parlais au début par rapport aux couleurs, par exemple. Je pense pas uniquement aux campagnes marketing, enfin digitales ou physiques. Je vois vraiment très large, même la partie vente, pour moi, ça entre un peu dans cette partie marketing. J'avais entendu, mais ça c'était il y a environ 4 ans, que vous faisiez, ou en tout cas c'est ce qui était projeté, environ 30 millions de chiffre d'affaires. Est-ce que vous dévoilez votre chiffre d'affaires? On dévoile pas notre chiffre d'affaires. Dévoilez plus votre chiffre d'affaires. D'accord. Mais par contre, cette proportion, t'arrives à la situer plus ou moins ou pas? Je te pose la question parce que... Je pense qu'on dépense moins en proportion qu'à l'époque, D'accord. d'une manière globale. Ouais. Euh,
De par votre notoriété, de par... qu'est-ce qui fait parce que vous continuez à vous développer et vous continuez et vous voulez vous développer. Aujourd'hui, je dirais depuis 12 mois, on est rentré dans un process d'amélioration en interne sur sur l'efficience, sur la qualité. Et c'est là-dessus qu'on met vraiment tout en place. C'est vraiment comment on a créé des playbooks dans tous les départements. On est en train vraiment en fait de savoir comment nous-mêmes on peut travailler mieux et arrêter parce qu'à l'époque on était vraiment basé sur la croissance à tout prix. Mhm. Et aujourd'hui on a arrêté ça il y a à peu près 12 mois en arrière. Aujourd'hui on travaille beaucoup plutôt travailler vraiment sur la qualité, et surtout la qualité c'est la qualité de travail en interne, c'est-à-dire comment et l'efficience. Et c'est vraiment là où on met la plupart de notre temps et notre but aujourd'hui c'est vraiment être extrêmement bon là-dedans. Et une fois qu'on aura fini ces deux projets-là, qui je pense sera d'ici 1 an, on repartira vers de la croissance. Donc là, vous consolidez, vous stabilisez. On se consolide, exactement. Mhm. On essaie de travailler sur nous-mêmes. On n'a jamais pris de moment de réflexion jusqu'à l'année passée. Ce qu'on aurait dû faire, ça a été, je pense on est toujours plus intelligent avec le temps, mais ça c'est quelque chose qu'on aurait dû faire différemment. On aurait dû prendre un peu de temps et consolider en fait les choses en interne à un certain moment donné. Mhm. Parce qu'en fin de compte, on n'avait pas de process sur des choses qui semblent logiques aujourd'hui pour une taille d'entreprise comme la nôtre. Ouais. Tu parlais d'à l'époque 30 millions, bah, tu vois, on a bien plus que doublé. Donc, donc tu vois, pour une société on est plus proche du 100 que du 50, pour te dire. Donc, pour nous aujourd'hui, la question, c'est comment se stabiliser et aujourd'hui d'avoir des process qu'on pourrait grandir jusqu'à 400, 500 millions de chiffre d'affaires sans avoir à se poser de problèmes là-dessus. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on est en train de mettre en place. C'est tout préparer le terrain pour le futur, pour qu'on puisse vraiment grandir sainement par la suite. Donc ces playbooks dont tu parlais, c'est vraiment des process par rapport à quoi? À certaines activités ou même en interne ou pour les agents? C'est tout. Ça va être comment on répond au téléphone, ça va être comment on résout un problème, et on a tellement de choses différentes dans l'entreprise qu'on essaie de faire des playbooks maintenant un petit peu de tout. Et après, on travaille beaucoup aujourd'hui avec l'AI aussi pour voir comment en fait cette AI peut nous améliorer pour nos process à nous et nos playbooks et pour améliorer en fait la vie de nos collaborateurs dans les bureaux. Tu connais Visium? Je vois qui c'est. Tu vois donc, typiquement, bon, tu sais, Timmerman est passé sur ce podcast. Je me marre parce que ça me fait marrer en fait de dire ça. Mais donc ce serait typiquement, enfin vous le faites en interne, vous avez des gens qui le font ou vous avez des consultants qui vous aident avec l'intelligence artificielle pour améliorer vos processus? C'est une bonne question. Moi, j'ai la chance d'avoir un CTO qui est passionné par l'AI. Ça aide. Et qui a passé en fait tout son congé paternité à être dedans parce qu'en fait, c'était un peu le moment de hype et il a eu le temps. Donc en fait, lui s'est plongé dedans à ce moment-là. Et donc on y réfléchit énormément. Mais je pense que c'est un petit peu comme le chatbot à l'époque. Tout le monde s'est lancé dans le chatbot en se disant c'est une révolution à part entière. Et en fait, ça demandait énormément d'investissement à l'époque. Si on avait Watson, par exemple, comme chatbot, etc., ça demandait des investissements d'avoir une dizaine de personnes à plein temps pendant 3 à 5 ans pour avoir un chatbot qui commence à répondre correctement. Et on avait décidé à l'époque de ne pas aller dans le chatbot parce qu'en fin de compte, le temps et l'investissement nécessaire pour être bon là-dedans était trop coûteux et c'était trop long. Et on s'est dit, on attendra la prochaine étape. Aujourd'hui, la prochaine étape est là, c'est l'AI. Et je pense que c'est encore plus développé que juste, en fin de compte, sur un modèle comme le chatbot qui était juste un modèle conversationnel pour répondre à certaines questions. Parce que là, maintenant, l'AI peut pas seulement répondre, mais peut effectuer des actions en parallèle extrêmement rapidement et des choses assez complexes. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a encore tout un monde de complexité qui se passe dans l'AI aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas, on peut se lancer demain et on pense qu'on peut tout automatiser d'une certaine manière. Il y a certaines choses qu'on peut mettre en place, mais il y a certaines autres qui sont quand même trop coûteuses ou qui ne nécessitent pas cet investissement pour être fait de la même manière. Voilà comment je pourrais répondre. D'accord. Je t'ai entendu dire, encore une fois, dans le podcast de Swisspreneur, que vous n'avez pas de VCs, ou en tout cas vous n'aviez pas jusqu'à il y a quelques mois. Je ne sais pas, étant donné que ça évolue, vous évoluez très rapidement. Je ne sais pas, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Ouais. Et donc vous avez commencé bon, tu l'as dit au début, hein,
après quelques mois, il y a eu un financement de tes anciens employeurs. Mais au début, c'était tout de même finalement du bootstrap, l'autofinancement avec toutes tes économies et les économies de ton ancien associé. Ou c'est ça, ancien Ouais. associé. Et puis ensuite, vous avez quand même levé des fonds. Donc il y a eu cette levée de fonds. Je ne sais pas si on pourrait l'appeler de Series A, Series B. En tout cas, il y en a eu deux, sauf erreur, ou deux assez importantes. La première où il y a eu deux ou trois. Oui, il y avait la Baloise. euh, bon, je sais plus. Mais bref, il y avait des grandes entreprises qui ont investi. Et ensuite, la dernière, c'était pour 25 millions hein, d'investissement. Et donc, ce sont des entreprises qui sont dans le Swiss Stock Exchange. Tu as dit que c'était une chance qu'il n'y ait pas de VCs et je voulais savoir pourquoi. Alors, je pense que c'est par rapport à notre secteur d'activité et par rapport à la liberté aujourd'hui qu'on peut en fait, par rapport à une manière de temps. Un VC aujourd'hui, je pense que pour certains domaines d'activité, je pense que c'est génial d'en avoir. Et d'ailleurs, c'est nécessaire. Aujourd'hui, pour le nôtre, je pense qu'on est dans un. Et de nouveau, hein, je dis ça aujourd'hui, mais peut-être dans 6 mois, ça fera du sens qu'on ait du VC. Un VC aujourd'hui, en moyenne, fait un investissement qui va être entre 5 et 7 ans dans une entreprise. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des investisseurs, et c'est là où je dis que je dirais que j'ai la chance de pas avoir de VC. C'est que j'ai pas forcément une deadline sur l'ensemble de mes investisseurs. Ok. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on est en train de créer quelque chose qui fait du sens sur du long terme et qui amène une grande valeur ajoutée à l'ensemble de nos clients, de nos employés et de nos investisseurs à la fin, en fin de compte, on continuera. Et je pense qu'ils suivront derrière. Maintenant, c'est toujours possible qu'il y a des gens qui sortent, qui ont envie de sortir avant, et on trouvera toujours des solutions pour ça. Mais un VC, généralement, c'est pour un investissement qui va être entre 5 7 ans, généralement, comme on le dit. Et aujourd'hui, on a la chance de ne pas avoir ça, parce qu'en fin de compte, il y a des hauts, il y a des bas dans une entreprise, et en fin de compte, d'être lié toujours avec une timeline qui n'est pas forcément liée au business en tant que tel, ça peut être difficile à gérer. Voilà. Mais après, je pense que pour certains types de secteurs d'activité ou bien pour certains types de business, ça fait absolument du sens d'avoir même que du VC. Je connais plein d'amis qui ont que des VC à bord et ça se passe extrêmement bien. Donc en fin de compte, je pense que c'est une chance d'avoir tout, mais ça dépend un petit peu de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie comme ambition et un petit peu dans quel marché on est. Mhm. Et est-ce que ces investisseurs, donc ces entreprises, ont, selon toi les mêmes valeurs que vous? Quand je dis ça, c'est que je t'ai entendu dire que tu pensais qu'aujourd'hui, les entreprises ne devaient pas ou ne doivent plus uniquement exister pour faire de l'argent, mais aussi pour faire le bien autour de soi. Donc, est-ce que ces entreprises-là ont également investi parce qu'elles ont senti, elles ont vu ces valeurs-là ou sinon, pourquoi est-ce qu'elles ont investi, selon toi? Alors, je pense que les valeurs humaines qui peuvent être aujourd'hui humain ou social, je dirais d'un côté, l'écologie de l'autre, ça peut être, il y a plein ça, je dirais que c'est plutôt, on essaie de bâtir une entreprise au mieux à travers le SG, je veux dire, entre Mhm. guillemets. Je pense que tous les gros entrepreneurs essaient de faire au mieux à travers ces dynamiques-là. Aujourd'hui, je pense que tous les entrepreneurs j'ai la chance en fin de compte de discuter avec des entrepreneurs dans ces grandes sociétés. euh, c'est en fin de compte, on essaie chacun dans notre domaine de pouvoir résoudre des problèmes et en fait d'amener un monde meilleur pour demain. Et aujourd'hui, il y a des mondes qui ne sont pas forcément que à travers de l'humain pur ou bien de l'écologie pure, mais qui sont à travers autre chose, une technologie ou bien un savoir-faire et ainsi de suite. Et je pense que chacun essaie d'améliorer, d'amener un petit quelque chose de mieux pour le futur. Et je pense que c'est là où on s'est rejoint premièrement. Après, je pense qu'aujourd'hui, les valeurs ESG, elles font plus que du sens pour nous. Je pense que c'est ancré en nous parce que déjà le nom Batmade, le fait qu'on travaille avec autant d'hommes et de femmes de ménage, pour moi, ça me touche et je pense que c'est ça aussi nos valeurs qu'on a chez nous dans l'entreprise. Donc, pour moi, c'est complètement corrélé et c'est extrêmement bien. Mais je ne pense pas que c'est à cause de l'ESG qu'on s'est rencontrés. Je pense que c'est plutôt à travers plutôt la dimension d'entrepreneur. C'est en fin de compte vraiment des gens qui sont passionnés chacun dans leur domaine pour améliorer que ce soit un produit ou un service et vraiment changer le monde de demain.
Et je pense que c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. Et je pense que tous, que ce soit Evis Victoria, que ce soit des gens comme Investis, que ce soit Baloise, veulent transformer aussi le côté ESG au travers de leur entreprise. Ce qui est génial. Donc là, on se rejoint aussi par rapport à comment mettre en place une stratégie qui est en ligne aussi avec la stratégie première par rapport à notre produit ou service. Et tu parles de ESG. Est-ce qu'aujourd'hui, Batmade ou Batgroup a un label, une certification ou autre? Alors, c'est une très bonne question. On a réfléchi plusieurs fois à rentrer chez Bicorp et ainsi de suite, et ça a toujours été un moment où on était en manque de temps, je dirais. C'est-à-dire que on a énormément parlé de ça en interne, on aime beaucoup le principe de faire partie d'un label et ainsi de suite. On a même pensé peut-être en faire un nous-mêmes ou bien de s'associer avec quelqu'un d'autre pour en faire un. Je pense que c'est extrêmement intéressant aujourd'hui. Oui, nous, on a envie d'être complètement ESG, on a encore beaucoup de choses à faire et à améliorer chez nous pour pouvoir le devenir à 100%. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on fait tout parfaitement parce que ce serait faux. On est encore jeune, on a 8 ans, je dirais, comme on est encore dans la phase enfant. Mais on a beaucoup d'ambition pour être vraiment en the top d'ici 5, 7 ans pour qu'on puisse vraiment se dire qu'on a fait un super boulot là-dessus. Et pas simplement juste parce qu'un label nous apporte en fait une certification qui nous permet de faire du marketing. Aujourd'hui, il y a un peu ce greenwashing des entreprises qui font un label juste pour pouvoir en parler. Aujourd'hui, notre but, c'est plutôt de se dire comment on peut même amener quelque chose d'un peu plus loin qu'un label. C'est amener vraiment une manière de vivre aussi, une manière de vivre pour nos employés qui sont dans le secteur du nettoyage. Et ça on y pense beaucoup. Est-ce que tu penses qu'une certification comme Bicorp vous différencierait complètement en Suisse par rapport aux autres entreprises, à votre compétition? Je pense pas qu'on se met en avant, qu'on fait un Bicorp. Je pense que c'est une volonté d'entreprise d'être par rapport à... Il y a deux types. Je pense que tout le monde veut changer quand même un petit peu, et ça je pense que c'est important et c'est très bien. Après, certains mettent un peu trop en avant l'avènement Bicorp dans leur entreprise pour en faire un marketing tool. Mais est-ce qu'il y en a d'autres en Suisse je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait le Bicorp et je pense que c'est très bien. Moi, je les encourage. Je pense qu'on devrait tous être que ce soit chez Bicorp ou d'autres. Il y a d'autres labels aujourd'hui. Et pour nous, en fait, nous on a certains, on a des axes d'entreprise qui sont extrêmement importants pour nous. Et nous, c'est comment on peut changer ces axes-là. Parce qu'en fin de compte, nous aujourd'hui, on parle de Bicorp, ce qui est génial pour des employés classiques. Mais aujourd'hui, notre compétition, c'est le travail au noir. On a des gens qui travaillent sans assurance accident, qui n'ont pas le droit de retraite, qui n'ont pas le droit à de maladie, qui ne sont pas payés pendant leurs vacances. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas un label sur notre entreprise qui va faire changer ça. Et c'est ça, aujourd'hui, sur lequel... et là, on a par contre un plan directeur sur ces sujets-là. Comment, nous, on peut améliorer ça? Et ça, c'est une de nos missions qui est forte. Et c'est comment on peut vraiment avoir un impact là-dessus. Et quels sont tes conseils pour le début d'une start-up? C'est une bonne question. Travailler dur, la résilience, avoir un peu confiance en soi, malgré dans les moments de bas. Et croire en son projet. Et à un moment, il faut juste se lancer et essayer. Voilà. Après, le seul point, je dirais, un peu, pas négatif, parce qu'il n'y a pas vraiment de négatif. Pour moi, le négatif, c'est du learning, c'est de l'apprentissage, donc c'est positif à la fin. Mais c'est dur. C'est-à-dire que lancer une entreprise, après, chaque entreprise est différente. Ça dépend de nos ambitions et de la dureté qu'on est prêt à affronter au face de soi, mais c'est pas fait pour tout le monde non plus. Ça je le mettrai quand même en avant. Mais c'est génial, c'est une super aventure de pouvoir le faire. Et je pense qu'il faut juste se lancer. Et en fin de compte, ce n'est pas une question de l'idée, c'est plutôt une question de qu'est-ce qu'on pense, quelle est la valeur ajoutée du produit ou du service qu'on est en train de faire. Andreas, je te propose qu'on passe à la partie 2 si ça te va. Parfait. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oubliez pas de donner votre avis en le notant. Je vous donne rendez-vous le vendredi dans 2 semaines pour la partie 2. Ciao ciao.